l'impression que je fais une vidéo de ouf, genre je suis en stress. Bref, hello les amis. Aujourd'hui je mets mes petites lunettes. Je mets mes petites lunettes parce que on va parler de sujets plus intéressants que d'habitude. Aujourd'hui on va parler, attention, je change de lunettes. On va parler des studios hollywoodiens. Ici, on est à Los Angeles, baby. Bref, pour vous la faire courte, comment je suis arrivée à ce sujet? Quand je suis arrivée ici, à Los Angeles, avec mes copines, on voulait aller au cinéma. Et il y a quelque chose qui nous a un peu choqués, qui est que quand on voulait aller voir un film, on se retrouvait dans les grands AMC, les grandes chaînes de théâtre, les salles de cinéma. Et en fait, on avait le choix que entre Top Gun ou Doctor Strange, quoi. Que des trucs, des énormes blockbusters. Et on trouvait ça bizarre que ce soit aussi compliqué en fait d'avoir l'information sur les sorties cinématographiques plus indépendantes. Vous voyez, quand on se balade dans la rue, vous avez que des gros posters de House of Gucci, des plus grosses productions de Grey Man de Netflix. Et du coup, moi, je me suis posé la question de mon côté, c'est quoi la place des studios ici? Parce que on voit clairement qu'il y a un truc. Pourquoi certains films sont plus mis en avant que d'autres? Faut que je boive de l'eau là. On va séparer un peu cette disserte. Je vous ai préparé ça, mais vraiment comme un commentaire d'arrêt que je ferai en licence 3 de droit. Donc, on va séparer déjà. Premier, on va parler de la naissance du studio hollywoodien. En deuxième, on va parler de l'ère du Hollywood Studio System. J'ai mes notes à côté, hein, je connais pas ça par cœur. En partie 3, on aura le déclin du studio system. En quatrième partie, on va parler de la transition vers un nouveau studio system. Et enfin, en cinquième partie, on va parler du futur. Et est-ce qu'on reproduit les mêmes erreurs aujourd'hui? Pour vous raconter un peu la petite histoire, au début des années 1900, donc début 20e siècle, les entreprises qui réalisaient des films, elles ont commencé à déménager vers Los Angeles. Alors pourquoi? Et ben en fait, bien que les lumières artificielles commençaient à se développer, elles n'étaient pas assez puissantes pour avoir une belle lumière à la caméra. Et du coup, les grands businessmen se sont dit, bon les gars, on va aller sur les toits de Los Angeles et on va tourner là-bas. Et en parallèle de ça, il y a beaucoup de producteurs américains qui ont déménagé vers le sud de la Californie pour échapper à cette époque à la Edison Motion Picture Patents Company, qui contrôlait presque tous les brevets relatifs à la production de cinéma. Bref, c'est une autre histoire, mais je n'ai pas approfondi là-dessus. Le premier studio à Los Angeles, il s'appelle les Nestor Studios. Les Nestor Studios s'ouvrent en 1911 par Al Christie, un producteur-réalisateur de films, pour David Horsley, qui est l'un des pionniers de l'histoire du film. La même année, 15 studios indépendants sont également installés à Hollywood. Donc bref, vous voyez, ça commence déjà à être un pôle du cinéma assez tôt. Et du coup, là, je vous vois, vous comprenez pas vraiment le sujet, vous êtes bon, on parle quand des grands studios. Moi, j'ai décidé de diviser l'histoire en deux parties. Il y a clairement un changement entre avant 1948 et après 1948. Donc partie 2, l'ère du Hollywood Studio System. La première petite sous-partie, elle va parler de la création et les caractéristiques du studio system. Je pense que c'est assez important d'en parler. Au milieu des années 1920, on voit une transformation se réaliser avec une poignée de boîtes de prod américaines qui vont devenir des véritables mastodontes du cinéma. Leurs caractéristiques sont qu'elles vont posséder leur propre studio, leur propre chaîne de distribution, leur propre salle de cinéma. Mais aussi, elles vont en fait signer des contrats avec les artistes, les réalisateurs, les stars et autres personnels de réalisation afin de les salariés en quelque sorte et de pouvoir les garder le plus longtemps sous leur emprise, et du coup ils n'étaient pas payés par film à cette époque. On dit que ces entreprises, en fait, elles sont intégrées verticalement parce qu'elles contrôlent toute la chaîne de valeur, que ce soit la production, distribution ou exhibition. J'espère que c'est clair parce que là, je fais ce que je peux. Hein. Les sociétés qui tombaient dans cette catégorie, à cette époque, il y en avait 5 qu'on appelait The Big Five ou les majors. On a le RKO, Radio Pictures, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Warner Bros. Et Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Quoi. Et ensuite, on a The Little Three, les petits trois. En fait, c'est des aussi grands studios, mais qui n'ont pas vraiment leur chaîne de salles de cinéma, et du coup ils peuvent pas assurer aussi bien leur vente que les Big Five. Et parmi les Little Three, on a Universal Pictures, Columbia Pictures et United Artists. Mais quel est le problème avec ce monopole? On a déjà un fort problème sur le fait que les studios possèdent leur propre salle de cinéma. Pourquoi? Et bah, comme les studios sont ceux qui réalisent, produisent et diffusent leurs propres films, évidemment qu'ils n'allaient pas donner leurs meilleurs films aux salles de cinéma indépendantes. Pour maintenir leur place d'élite dans la compétition, ils pratiquaient ce qu'on appelle le block booking. C'est-à-dire que par exemple, ils vont donner un lot de
5 films au cinéma indépendant. Parmi ces 5 films, vous allez trouver un bon film et 4 mauvais films qui n'auront clairement pas de chance de succès. Du coup, ces deals, c'était un peu tout rien. Les salles de cinéma indépendantes, elles n'avaient pas trop le choix, parce que sinon, elles n'avaient rien à proposer. Et du coup, elles acceptaient ce deal, qui était assez mauvais, on peut le dire. Et le résultat, c'était que la distribution des films, elle était assez mal répartie à travers le pays, étant donné que les meilleurs films, en fait, ils étaient diffusés dans les salles de cinéma des studios. Voilà. Jusque-là, j'espère que vous avez compris aussi. À côté de ces problèmes avec les salles de cinéma, il y a un autre problème sur lequel je vais un peu moins développer par rapport aux salles, qui est celui des contrats avec les stars. On appelle ça à cette époque le star system, c'est-à-dire que les studios ils avaient vraiment une emprise très très forte sur leurs talents, jusqu'à un peu les idéaliser, les changer, les manipuler quoi. Enfin, vous voyez, Marilyn Monroe, c'est pas étonnant qu'elle ait pété un câble, elle a clairement vécu pendant cette tranche, cette phase de l'histoire du cinéma qui est assez terrible pour les artistes. Du coup, là j'ai besoin de vous parler d'un passage hyper important qui s'appelle la Golden Age. Donc là tout ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui se passe entre 1920 et 1948 globalement. En fait, de 1929 à 1939, les États-Unis, ils ont fait face à la Grande Dépression. C'était une crise économique sévère. On aurait pu penser que ces années n'aideraient pas l'industrie du cinéma, mais détrompez-vous parce que c'est tout à fait le contraire. On parle de la Golden Age ou âge d'or du cinéma. Ce sont les meilleures années. Plus de films ont été réalisés pendant ces années que pendant toute autre décennie. Genre à cette époque, 800 films par an étaient produits, alors qu'aujourd'hui on est à 500. Du coup, plus haut, je vous parlais des cinémas détenus par les studios. Et bien en 1945, ils avaient acquis 17% des salles de cinéma aux États-Unis. Et vous pensez, ouais, c'est peut-être pas beaucoup, gna gna gna. Mais en fait, les studios ils se concentraient sur les grosses salles de cinéma dans les grosses zones métropolitaines. Les films produits par les studios ils étaient d'abord diffusés dans leurs salles de cinéma avant d'atteindre les salles indépendantes. Les studios ils abusaient de leur pouvoir, on allait même jusqu'à fixer des dates de sortie assez tard pour les salles de ciné indé et pour les empêcher en fait de vendre le film plus tôt quoi, à leur tour. Lorsque leur film arrivait dans leur salle, les salles indépendantes, elles étaient vachement désavantagées parce que les studios ils avaient déjà maximisé leurs profits et cela leur permettait de percevoir 70% des recettes du box-office national, ce qui est énorme. Et un autre comportement assez anticoncurrentiel était que les studios ils exigeaient que les autres cinémas fassent payer des droits d'entrée plus élevés. Les spectateurs évidemment qu'ils allaient automatiquement plus dans les salles des studios. Vous doutez bien que ce système il peut pas durer, il est pas respectueux des lois de la concurrence. Bien qu'aux États-Unis clairement elles sont pas du tout aussi strictes qu'en Europe. Là, la partie 3, on atteint le déclin du studio system. Vous voyez le problème, on a clairement un abus de pouvoir et un comportement qui fausse les lois de la concurrence. Avant 1948, les boîtes de production et salles de cinéma indépendantes commençaient à prendre des actions en justice pour combattre ce système injuste. Cette bagarre, elle a commencé en 1921, lorsque la Federal Trade Commission a considéré que le système de block booking était anticompétitif et elle a également soulevé d'autres questions sur le système des studios hollywoodiens. Cette affaire en justice, elle cite particulièrement ce qu'on appelle à cette époque la Famous Players Lasky, qui va devenir la Paramount Pictures, et 11 grands personnages du cinéma comme Adolph Zukor, Jesse L. Lasky, bref, que des grands businessmen du cinéma quoi. Et j'ai un peu analysé ce précédent. Ils ont été accusés d'avoir mis en place des conspirations afin de fausser les lois de la concurrence et de fausser la compétition avec les autres salles de cinéma. La Federal Trade Commission, elle leur reproche d'avoir acquis les plus grands cinémas à New York pour une valeur de 11 200 000 $. Mais ce n'est pas tout. En fait, la Federal Trade Commission, elle est assez énervée. Pourquoi ? Parce que Adolph Zukor et Jesse Lasky, dont on a parlé un peu plus haut, ils se sont associés pour s'assurer le contrôle et le monopole de l'industrie cinématographique et pour restreindre, limiter et supprimer la concurrence. Comment ils ont fait cela ? Et bien déjà, ils ont acquis en 1916 Bosworth Inc., Jesse L. Lasky Feature and Play Company ainsi que la Famous Players Film Company. Bon, je crois que c'est toutes les trois des boîtes de prod. Bref, depuis cette acquisition, la Famous Players Lasky Corporation a détenu et détient toujours la totalité des actions de ces sociétés et que l'effet de cette acquisition, en fait, elle a éliminé la concurrence entre ces sociétés et elle tend à créer un monopole dans le commerce de l'industrie du film. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à quelque chose d'actualité là. Ça me fait vraiment penser à Facebook qui rachète genre WhatsApp, Instagram ou les Amazon, qui rachètent les Whole Foods et compagnie. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon, ce cas de 1921, il est assez long. Je vais vous mettre en description le lien vers le cas parce que je peux pas tout vous raconter quoi, on n'a pas le time. Vous avez les premières offensives et en 1930, la Cour suprême, elle va rendre un premier arrêt. Elle va considérer que les grands studios détenaient bien un monopole sur l'industrie du cinéma et que la pratique des block booking est illégale.
Mais les studios, ils sont malins. Ils se sont dit non, ça va pas se passer comme ça. Hein. Et du coup, ils sont allés voir le nouveau président, Franklin Roosevelt, en 1933. Et ils lui ont dit ouais, là c'est la Grande Dépression, l'industrie du cinéma, elle va pas aller bien. Si on enlève le monopole, blablabla. Et du coup, Franklin il s'est dit vas-y, c'est vrai, ils ont raison. En plus, le public, notre population, elle a besoin du cinéma, quoi. Et du coup, Franklin, il a accepté. Et il s'est appuyé à cette époque sur ce qu'on appelle le National Industrial Recovery Act. En fait, c'était une loi qui avait été créée pendant la Grande Dépression pour relancer les salaires et soutenir les prix. Et elle promeut un code de bonne conduite des entreprises. La Cour suprême, elle était pas contente, quoi. Elle était en mode vous êtes sérieux wesh. Et du coup elle a rejeté cette loi en 1935 et en 1938 on a le ministère de la Justice qui a intenté un nouveau procès. Encore une fois les studios ils ont réussi à échapper à la suppression de leur monopole. Comment ils ont fait? Et ben en fait ils ont réussi à négocier une période d'essai de 3 ans pendant laquelle la pratique des block booking allait être régulée et les propriétaires de salles indépendantes ils avaient enfin l'opportunité de pouvoir choisir en amont les films qu'ils allaient projeter dans leur salle. Avant ils n'avaient pas le choix, vous vous rappelez avec les lots. Et cette décision elle a grave énervé les producteurs indépendants comme Disney, Chaplin, David Selznick, Mary Pickford. Du coup, ils se sont organisés un petit groupe et en 1946, avec le ministère de la Justice, ils relancent l'affaire. Qu'on a un second round ou third round, whatever. On a un premier arrêt rendu par un tribunal fédéral de New York qui en fait décide de supprimer la possibilité pour les studios de vendre des blocs de films. Mais il est laissé conserver leur propre salle de cinéma. C'était pas assez quoi, clairement. Les parties, elles décident d'interjeter appel. Apparemment ici ça se fait pas auprès de la cour d'appel. Enfin je sais pas, peut-être que j'ai sauté une étape, mais on se retrouve direct devant la Cour suprême. Et la Cour suprême, en 1948, elle décide de démanteler le système des studios hollywoodiens. Enfin, après tout ce temps. Finito pipo les gars. Dans l'opinion du juge William O. Douglas, on constate que la cour elle détruit littéralement le système des studios et du block booking et recommande la fin du monopole des studios sur les salles de cinéma. Du coup la cour elle demande aux juridictions inférieures de statuer sur la question de la vente des salles. À ce moment-là, on a une fissure qui s'opère. Vous voyez, il y en a qui veulent continuer à se battre, mais d'autres ils jettent l'éponge. Howard Hughes, le propriétaire de RKO Radio Pictures, il décide de vendre ses salles de cinéma. Et par la suite, on a Paramount Pictures qui va suivre ce mouvement. Qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Eh bien, déjà, on peut dire que cette affaire, elle aura grandement favorisé l'essor de la télévision. Ouais, on ne s'attendait pas à ça, mais qui est apparue... En fait, elle est apparue vers les années 1940 aux US, si je me trompe pas. RKO et d'autres studios, ils ont vendu une partie de leur catalogue de films à ces chaînes de télévision, justement, afin de compenser les pertes subies. Les studios, ils ont également libéré les acteurs de leurs contrats, qui sont devenus les nouvelles stars du monde de la télévision. Ce qui entraînera en fait un véritable boom sur l'audience de la télé, contre toute attente. En plus, les gens, ils commencent à moins aller dans les salles de cinéma. En 1948, environ 90 millions de personnes fréquentaient les salles de cinéma, tandis que en 1958, ce nombre est tombé à 46 millions. En parallèle de ça, en 58, on a l'audience de la télévision qui a atteint un pic de 204 millions de téléspectateurs. Vous voyez le truc. Juste pour l'anecdote, vous voyez l'âge d'or du cinéma, c'était avant 48. Et bah là, on passe de 48 à 58. Et pendant cette période-là, on parle d'âge d'or de la télévision. On va passer à la 4e partie. La transition vers un nouveau studio système. Ma première petite sous-partie, ça va être la conséquence et les changements des Big Five. Bon, la conséquence, on en a déjà un peu parlé, plus haut avec l'apparition de la télévision, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les studios, ils vont produire beaucoup moins de films. Ils vont du coup devoir miser sur la qualité plutôt que la quantité. Et il y a une compétition qui s'est installée non pas seulement entre les Big Five et les Little Three, mais aussi avec les producteurs indépendants et d'autres petits studios. Par rapport aux Big Five, il y a des changements qui sont instaurés. Vous voyez déjà en 1959, on perd la RKO, finito pipo. Ensuite, vous voyez, pendant la Golden Age, Walt Disney faisait pas vraiment partie des grands studios, des majors, et c'est qu'au milieu des années 80 qu'on va en fait le considérer comme un grand studio. Disney sera ensuite racheté en 2019 par 20th Century Fox. Et du coup, comme il n'y a plus ce facteur de salle de cinéma, on a deux des Little Three, la Columbia and Universal Pictures, qui vont également être considérés comme des majors. Bref, ça fait tout un changement à la tête, même moi je suis perdue. Et en 1989 aussi, Sony acquiert Columbia Pictures Entertainment qui devient Sony Pictures Entertainment en 1991. Du coup, aujourd'hui, les Big Five, c'est Universal Pictures, Paramount Pictures, Warner Bros, Walt Disney ou 20th Century Fox, oui, c'est la même chose. Columbia Pictures / Sony Pictures, ça aussi c'est la même chose. Tous les 5, ils distribuent une centaine de films par année à travers le monde entier. Et en fait, aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'atteindre une audience internationale si vous ne passez pas en premier par la distribution opérée par ces studios. Et vous voyez, à eux 5, ils produisent
approximativement 80 à 85% des recettes des US box office. En fait, je pense que c'est vraiment de tradition américaine de regarder des blockbusters. Déjà, ça répond un peu à ma question sur les films qui sont diffusés en fait dans les salles de ciné à Los Angeles. Bref, là, je vous vois, vous êtes un peu perdus, vous comprenez plus quel est le rôle des studios, s'ils ont plus de salles de cinéma, enfin qu'est-ce qui se passe quoi. Aujourd'hui, eh bien, les studios sont principalement des investisseurs ainsi que des distributeurs de films dont la production est majoritairement assurée par des boîtes de prod indépendantes. Intéressant, hein. Disney et Sony ils distribuent leurs films par le biais de divisions affiliées qui s'appellent Walt Disney Studio Motion Pictures et Sony Pictures Releasing. Tandis que Universal, Paramount et Warner Bros. Ils fonctionnent à la fois comme des sociétés de production et de distribution. Après, quand je parle de production ici, c'est essentiellement sur les domaines du développement, du financement, du marketing et du merchandising. Donc bon, c'est là on arrive vers la fin de la vidéo. Quel futur est-ce qu'on reproduit aujourd'hui les mêmes schémas ? Parce que là, avec la pandémie et tout a été bouleversé, il y a plein de changements. On pourrait en faire toute une thèse. Et bah, en fait, je remets mes lunettes parce que Hollywood is back. On est un peu en train de refaire les mêmes erreurs. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un contexte totalement différent, avec de nouveaux acteurs du ciné, notamment les plateformes. Les plateformes, elles vont jouer un rôle de malade là pour les prochaines années. Elles ont déjà joué un rôle de malade, vous voyez. Du coup, en fait, dans les années 80, la Cour suprême, elle a allégé son précédent et a autorisé les studios à acquérir à nouveau des salles de cinéma. À une condition, ils devaient obtenir en amont l'autorisation de la Cour fédérale et leur pratique ne devait pas bloquer la compétition avec d'autres exploitants. Et par exemple, en 1986, Paramount et Warner Bros. Ils sont associés et ils ont acheté à eux 219 salles de cinéma et ils ont créé une chaîne qui s'appelle Cinemerica Theaters. Depuis cette époque, il est de nouveau commun pour les studios d'obtenir leur salle de cinéma à nouveau tout en évitant un monopole. Mais récemment, on a un cas qui nous inquiète. Je vais remettre mes lunettes. Parce qu'on est dans l'ère d'Hollywood. De nouveaux comportements anticoncurrentiels sont apparus. On trouvait déjà des articles sur Walt Disney en 2018 en indiquant la réapparition d'un monopole et que les inégalités que le président de 48 essayait de corriger avaient réapparu. En fait, Disney il ne possède pas de chaîne de cinéma à proprement parler, mais on considère que sa situation n'a jamais été aussi proche que celle d'un studio hollywoodien avant 48. Pourquoi ? Et bien aujourd'hui, on a un problème qui est que les gens vont moins au cinéma. Et en parallèle de ça, on a une augmentation des prix des tickets. Les films qui obtiennent le plus d'attention et récoltent le plus d'argent sont évidemment les blockbusters, les films à gros budget. Ils sont référés comme étant les tentpoles, genre ma de tante en français, mais ça le fait pas du tout. Car en fait, ils soutiennent littéralement les performances financières globales d'un studio. Et le public, il dépense majoritairement son argent pour ces films. Les salles de cinéma, du coup, elles peuvent pas se permettre de manquer un de ces films et encore moins de ruiner leur relation avec les distributeurs. Vous voyez, là, on retourne à une situation. Les salles de cinéma, elles vont de nouveau dépendre du comportement des studios et de leurs meilleurs films afin de pouvoir vendre, vous voyez, afin de pouvoir faire un véritable chiffre d'affaires. Le résultat, c'est que les négociations sont devenues de plus en plus unilatérales. En novembre 2017, le Wall Street Journal a publié un article sur Star Wars The Last Jedi. L'article détaillait comment Disney a apporté au cinéma des conditions les plus onéreuses qu'on ait jamais vues de l'histoire du ciné. Disney a exigé 65% des recettes des billets, un nouveau record pour un studio hollywoodien. Ils ont également exigé que les films soient projetés dans le plus grand auditorium des ciné pendant au moins 4 semaines. Et en cas de non-respect de ces exigences, Disney se voit accorder 5% supplémentaires des recettes de billetterie. Ils obtiendraient 70% des ventes d'un film, dont les recettes nationales sont estimées à environ 620 millions de dollars. C'est des malades. C'est une méthode d'intimidation parce que les exploitants, forcément, ils n'ont pas le choix. Ils sont pas en position de contrer ces conditions. Et en fait, Disney, il joue vraiment avec la loi. Il frôle l'illégalité. Et les cinémas, ils ont besoin des super productions de Disney pour faire leur chiffre d'affaires. Ces films, ils constituent une garantie forte de l'affluence du public. Il a même été dit que Disney est actuellement dans la position la plus puissante qu'un studio ait connue, peut-être depuis MGM dans les années 1930. Et d'un coup, en fait, je comprends mieux pourquoi dans les AMC, on a le choix qu'entre Doctor Strange et Top Gun. Vous voyez, pour Doctor Strange, ça avait justement fait un peu scandale parce que à New York, lors de sa sortie, le AMC de Times Square, il a organisé 70 projections du même film le même jour, genre des Doctor Strange. Et vous voyez l'emprise de malade en fait de Disney sur les salles. Pour vous donner un peu un autre exemple de leur emprise, je vous mets une interview de Tarantino. We were going to play at the Cinerama Dome on the 25th. We were going to open there and play there exclusively for 2 weeks. And Star Wars was going to play the 2 weeks before us. Disney, who owns Star Wars,
decided, well, you know what? Maybe we want to play throughout the entire holiday season. And not, so we're going to go to the Cinerama Dome and say that they can't honor their contract with us to show The Hateful Eight. And the ArcLight people that own the Cinerama Dome said, no, you can't do that. We have a deal. As of yesterday, Disney came to the ArcLight people and said, no. Wow. You are going to play Star Wars in the Cinerama Dome for the entire holiday season. And if you honor your deal with The Hateful Eight, we will not allow you to have Star Wars, the biggest movie in the world. We will not allow you to show it at any of your ArcLight movie theaters. On arrive à la conclusion. Moi, j'aimerais bien vous lancer un petit débat un peu genre en mode qu'est-ce que vous pensez du futur pour les studios? Qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, les salles de cinéma, c'est clair et net, elles recommencent à galérer. Elles recommencent à dépendre à nouveau des studios. Et surtout, le problème, c'est que les studios, ils commencent à avoir leur plateforme. Et s'ils le veulent, ils peuvent poster directement sur leur plateforme les films. Et vous vous rappelez, pendant la pandémie, justement, de nombreuses plateformes, ils avaient décidé de poster simultanément leurs films sur la plateforme en même temps que les salles de cinéma. En fait, ils ont complètement décidé de couper la chronologie des médias, ce qui peut être catastrophique pour les salles de ciné. On arrive dans un coup dur, un temps un peu délicat pour les salles. Comment on voit l'avenir du cinéma? Comment les studios vont se développer? À vous la parole. Sinon, j'en ferai une autre vidéo parce que je pense que c'est un sujet tellement long encore. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau format de vidéo, ça vous plaît un peu plus que les vlogs. Enfin bref, il est l'heure de vous laisser. Shoulda had them apple bottom jean boots with